Président, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Nous sommes où ici? Ça va, vous faites un reportage? Très bien, très bien. Là, nous sommes dans la salle de presse Du G20? Oui. En préparation à la réunion des ministres de Finances et des gouverneurs des banques centrales. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos appréhensions avant même l'ouverture de la session? Ce n'est pas de l'appréhension, mais je pense qu'il y a des attentes plutôt. Les attentes concernent plusieurs sujets, plusieurs thèmes qui ont été inscrits dans les priorités françaises de cette présidence. Comme vous le savez, la France, si elle accueille cette réunion, c'est qu'elle préside le G8 et le G20 pour l'année 2011. Et donc la présidence française a inscrit un ensemble d'objectifs pour cette présidence. Sur le plan qui nous intéresse, il s'agit de réformer le système monétaire international, de trouver un arrangement, disons, un accord pour éviter que les matières premières ne continuent à effectuer des danses vers le haut, vers le bas. C'est d'essayer de trouver des nouveaux moyens pour le financement des projets dans le monde en développement. C'est également préparer le sommet du G20 qui va avoir lieu au mois de mai à Deauville, mais également le sommet du G8 qui aura lieu au mois d'octobre ou novembre prochain à Cannes. Et les cas de la Chine, vous savez que la Chine vient de passer à la deuxième place, à la place du Japon. Mais écoutez, maintenant on attend que la Chine passe à la première place. L'ascension de la Chine est ininterrompue. Il y a quelques observateurs qui trouvent que ces réunions sont complètement inutiles parce qu'il n'y a ni de G8 ni de G20, mais il y a plutôt un G2. Sous-entendu, la Chine et puis les États-Unis d'Amérique, à savoir la première et la deuxième puissance économique. Bien entendu, tout le monde sera ici très attentif à ce que diront les responsables chinois sur deux points essentiels, à mon avis. Le premier, c'est l'utilisation du yuan, qui est la monnaie chinoise, en tant qu'une monnaie de référence dans ce qu'on appelle le SPI. C'est un système monétaire qui fixe la parité, qui aide à fixer la parité. Et puis la position de la Chine vis-à-vis de la fixation des prix, disons, stables des matières premières. Et puis je pense que sur ce deuxième point, l'Afrique devrait être aux premières loges. Puisque vous parlez de l'Afrique, vous savez qu'il y a un vent qui souffle, notamment au Maghreb. On ne sait pas si ça va aussi toucher le subsaharien. Qu'est-ce qui vous inspire par rapport à ce qui se passe actuellement, qui s'est passé en Tunisie, au Maroc? On sent que la Libye est aussi touchée. On sait qu'il y a beaucoup de pays arabes qui risquent de subir les mêmes sorts. Je pense que vous voulez dire les régimes et non pas les pays, parce que les pays l'État est immuable, les régimes peuvent changer. Mais écoutez, ce n'était pas complètement une surprise en fait, parce que depuis 30 ans jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu dans le monde arabe, j'entends tout le monde arabe, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit au Proche-Moyen-Orient, que ce soit dans la région du Golfe, il n'y a pas eu de changement notable, alors que le monde extérieur, disons, a connu beaucoup de changements, de vrais changements. Je citerai simplement l'effondrement du mur de Berlin, l'effondrement du bloc communiste, la vague conquérante du capitalisme qui s'est emparée d'un ensemble de pays, l'extension du NATO, de l'OTAN, qui va maintenant du Canada jusqu'à l'Ukraine. Il y a eu la démocratisation de l'Amérique latine, il y a eu la démocratisation d'un ensemble de pays africains, mais alors le monde arabe est resté immuable, stagnant. Donc, avec une nouvelle génération qui a goûté à l'information en direct,
qui a maintenant un niveau d'éducation qui, dans certains cas, et qui sont plusieurs, qui dépasse le niveau d'éducation dans des pays tels que le Mexique ou le Venezuela, il était inconcevable qu'on continue à gouverner ces pays de la même façon, surtout que l'âge moyen dans ces pays-là, c'est 24 ans. 24 ans, donc une jeunesse, un bon niveau éducatif, une connexion sur tout ce qui se passe à travers le monde. Il était devenu impossible de continuer à exercer le gouvernement, l'autorité, telle qu'on le faisait il y a 20 ou 30 ans. À ceci, on peut ajouter une tendance bien prononcée de quelques régimes à la corruption, au népotisme, à la transformation des républiques en républiques héréditaires. C'est une notion, enfin, peut-être c'est en dehors de la Corée du Nord, je n'en connais pas d'autres pays qui ont pratiqué cette politique de république héréditaire, cette notion de république héréditaire. Et surtout, la jeunesse dans ce monde-là a besoin de deux choses. Premièrement, elle a besoin de dignité. Et deuxième chose, elle a besoin de travailler, elle a besoin de respirer, elle a besoin d'avoir un peu de liberté. Et tout ça, malheureusement, ça n'était pas possible. Donc, ce cocktail explosif, un ensemble d'éléments détonateurs, cet ensemble a fait que, en moins d'un mois, il y a deux régimes qui sont tombés, la Tunisie et l'Égypte. Il y a des manifestations, il y a un vent de révolte qui souffle sur un ensemble de pays qui va de l'Algérie à la Libye, au Yémen, au Bahreïn. Donc, bien malin qui aujourd'hui peut dire où cette vague, cette lame de fond, où va-t-elle s'arrêter? Monsieur le Président, je vous remercie. Ça te va? Et bon boulot. Merci. Comment vous trouvez la journée? Est-ce que les journalistes, ce sont les gens qui mangent beaucoup ou pas? Pardon? Les journalistes mangent beaucoup ou pas? On n'en a pas vu beaucoup aujourd'hui, on en verra plus demain j'espère et ça vive. D'accord, merci. Aujourd'hui ça a été calme, très calme.